Alors maintenant, on va vous donner notre avis. D'abord concernant l'entraînement. L'entraînement d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, l'ancien? Qu'est-ce que tu penses de la vision de l'entraînement de Milos? Bah, écoute, en fait, c'est quelque chose qui, à première vue, tu pourrais te dire, c'est complètement con et c'est, je dirais, un mythe, tu vois. Si on s'arrête qu'en surface, on va dire, ah putain, c'est un mythe, il veut faire de l'hypertrophie sarcoplasmique, l'hypertrophie myofibrillaire, il est complètement con, etc. C'est un truc de chargé. Mais non. Donc, son entraînement, il est structuré, il y a une logique. Après, est-ce que toi, naturellement, tu peux, je dirais, encaisser à la lettre son entraînement? Rageux. Non, peut-être pas, mais en tout cas, tu peux vraiment beaucoup t'en inspirer et tu peux construire un entraînement sur la même logique, je dirais, et vraiment t'inspirer de cette mécanique, je dirais, d'enchaîner des exercices un peu plus lourds, se concentrer vraiment sur la surcharge progressive, et après, autour de ça, avoir un peu plus de congestion, un peu plus, je dirais, de techniques un peu exotiques pour varier ton entraînement et avoir tout le spectre, je dirais, de l'hypertrophie. Et c'est vraiment quelque chose qui est exploitable. En tout cas, même naturellement, tu peux t'en inspirer et pas que pas qu'un peu, je dirais. Après, si tu veux parler de la diète aussi, voilà, on peut Parlons s'en un peu inspirer aussi. d'entraînement. Entraînement, voilà, c'est mon avis. Je sais pas pour toi, je sais pas si Alors, t'as pour si t'as essayé ou l'entraînement, pas. on rappelle, hein, pour l'entraînement, 2 exercices lourds et ensuite 4 à 5 giant sets, voire plus pour les meilleurs, qui se composeront de minimum 3 exercices et on pourra monter jusqu'à N exercices en fonction de la motivation qu'on a. Alors moi déjà, premier point, sur le fait d'intégrer du lourd et du léger dans une séance, je trouve que c'est une très bonne idée, d'intégrer des exercices qui seront plus basés sur la force pure, sur la progression, et d'autres exercices qui seront plus basés sur la congestion, c'est très intéressant. Pour 2 raisons. La première, c'est que les gens n'ont pas forcément une appétence, je dirais, une Ah, préférence pour l'un ou l'autre, ou les gens auront parfois une préférence pour l'un ou l'autre. L'avantage, si on fait l'un et l'autre, c'est qu'on est sûr de tout couvrir. Donc déjà, ça, c'est un point positif. Moi, ensuite, concernant la construction de son premier exercice, je trouve ça très intéressant parce qu'il nous amène jusqu'à un top 7. Donc en fait, il n'attaque pas des barres directes. Il y a une logique dans la progression des charges jusqu'à la charge maximale qui est de ressentir le muscle au maximum. Et je pense que c'est une très très bonne idée de se focaliser sur le ressenti du muscle sans se crever en début de séance et après attaquer ces séries lourdes. Et concernant les giant sets, moi je trouve que c'est magnifique. Pour ceux qui sont au home gym par exemple et qui n'ont pas énormément de matériel, ça peut être un moyen de se faire des entraînements de malade mental en ayant un petit peu d'imagination, des entraînements de fou furieux avec très très peu de matériel, en variant les angles, les ceci, les cela, bref. Et moi, donc, du coup, de mon expérience, j'ai essayé de m'entraîner en Giant Set comme le préconise Milos. ah, Et j'avoue que c'est une période de ma vie niveau entraînement que j'ai vraiment kiffé, quoi. Genre, pareil. c'est incroyable. Quand on a un certain niveau, en fait, on pense qu'on va perdre beaucoup de force d'un exercice à l'autre et finalement, c'est pas tellement le cas. Et en fait, l'avantage du Giant Set, moi, ce que j'ai trouvé sympa dans l'application, en tout cas que j'en faisais, c'est que le premier tour que je faisais 4 exercices, par exemple. Et en fait, je rajoutais des séries au cours des exercices. Donc, mon dernier passage, je devais faire peut-être une dizaine d'exercices. Et ce que je faisais, en fait, c'est que chaque tour, en fait, me permettait d'affiner les charges sur chaque exercice d'un tour à l'autre. Donc, par exemple, imaginons, je prenais des écartés, je prenais 20 kilos, je dis un poids au hasard. Je voulais les faire des négatives en super slow. Je me rendais compte que c'était trop lourd, je pouvais ajuster, ou je me rendais compte que c'était trop léger, je pouvais ajuster. Donc, moi, je trouve ça très sympa, très bon ressenti. C'est quand même assez fatigant, donc faut avoir la diète qui va avec. Je pense que tout ce qui est nutrition autour de l'entraînement, c'est pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment très sympa comme façon de s'entraîner. Le gros inconvénient, c'est que quand on s'entraîne dans une salle de sport, si on y va aux heures de pointe, c'est impossible à mettre en place. Ouais, t'es Impossible, foutu. T'es foutu. concrètement. Donc, soit home gym, soit tu t'entraînes À des heures où il y a des heures personne. un peu où c'est jouable, quoi, mais sinon. Ouais. Alors, concernant la diète, que penses-tu de la façon dont Milos structure la diète? Écoute, Donc, la diète, petit rappel, vas-y, rappelle-nous la diète, hein, comment c'est structuré la diète, diète. c'est voilà, on calcule par différentes formules son apport calorique. On part de cette base-là, on voit un peu si le poids évolue.
Il est dans une logique de 3 phases, c'est-à-dire que le matin, si tu veux perdre de la graisse, si tu es dans une phase de brûlage de graisse, tu fais ton cardio à jeun. Donc ça, c'est cette phase où tu peux te concentrer vraiment sur brûler les graisses. Après, l'entraînement, c'est le déclencheur de la phase anabolique. Donc tu te concentres autour de l'entraînement pour l'anabolisme avec la diète. Et le restant du temps, tu es sur une phase de maintenance. C'est des repas qui vont te permettre de juste te maintenir. Et ça, c'est sur 24 heures. Donc sa vision, comme tu disais auparavant, elle n'est pas sur une semaine, elle est sur une journée. On construit sa diète sur 24 heures, sur ses heures d'entraînement, sur à l'heure à laquelle on se lève, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce que j'en pense vraiment, ce qui est pour nous, enfin pour les gens qui sont naturels, ce qu'il faut vraiment retenir, je dirais la grosse idée, c'est la nutrition autour de l'entraînement. C'est quelque chose qui va faire beaucoup de différence pour moi, pour quelqu'un qui a d'autres contraintes dans sa vie et pour qui la récupération peut parfois un peu pêcher. Tu vois, donc si tu veux tirer profit au maximum de ton entraînement, on sait que si on a un taf qui est prenant, parfois tu vois ton système nerveux il va un peu faire des siennes, donc c'est-à-dire que tu seras fatigué, tu vas moins récupérer entre les séances, des choses comme ça que tu peux, je dirais, atténuer avec un bon apport autour de l'entraînement, comme le préconise Milos, et c'est quelque chose vraiment qui pour moi est essentiel et par application, j'ai vu vraiment la différence si on applique sérieusement sur la durée un tel protocole, on voit autant la différence sur les performances que sur le résultat physique. C'est-à-dire que pour moi, la phase où j'ai le plus progressé, que ce soit en force ou physiquement, c'était la phase où j'ai été le plus sérieux sur cette fenêtre où j'appliquais à la lettre les principes de nutrition autour de l'entraînement. Donc glucides, protéines, enfin peptopro, tu vois, des peptides de protéines apportées pendant Pour la l'entraînement. petite anecdote, Milos n'est pas pour le Pepto-Pro, hein. Je lui avais demandé Voilà. sur Instagram, mais Milos, non, c'était pas bon Pepto-Pro, fallait que ça soit des acides aminés essentiels. Donc ton Voilà, nous, Pepto-Pro, tu te le fous voilà, au cucu, hein. on a adapté un peu au On a naturel, modifié. on a modifié au naturel Ouais, l'apport autour de l'entraînement. des Mais voilà, apprentis druides. voilà pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas pour toi ce que tu en penses, mais c'est ce que j'ai pu en tirer au fil des années. Alors, moi déjà, je trouve que la vision de la structure d'une journée est très intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'avait proposé Milos. Il me semble que je ne l'ai pas inventé, que c'est de lui que je le tire. Mais en tout cas, déjà, une chose qui est intéressante pour structurer sa journée, étant donné qu'on est censé avoir des phases où on brûle, des phases de maintenance et donc la phase anabolique autour de l'entraînement, quelque chose qui peut être très intéressant à faire si vous êtes une espèce de malade mental comme je peux l'être parfois, c'est en fait une fois que vous avez calculé votre apport calorique journalier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le diviser en le nombre de repas que vous allez faire. Très bien. En fonction de, du repas et de à quelle phase il appartient, admettons une phase dans laquelle on va brûler des graisses, vous allez couper des calories sur ce repas-là. Et en fait, vous allez découper repas par repas en fonction de quelle phase vous vous trouvez pour savoir quel apport calorique vous allez pouvoir, comment vous allez ajuster votre apport calorique repas par repas. Deuxième chose, moi je trouve ça très intéressant cette histoire de phase de fat burning. Alors je sais pas si concrètement on peut vraiment dire que ça fonctionne, tu vois, j'en mettrai peut-être pas ma main à couper, mais en tout cas je trouve ça très intéressant et je pense que ça fonctionne dans une certaine mesure parce que finalement, quand on se met en diète, on applique ça plus ou moins empiriquement. C'est-à-dire qu'on va diminuer nos glucides prioritairement sur les repas qui se trouvent le plus loin de l'entraînement. Donc typiquement, souvent, alors parfois on les garde au petit déjeuner jusqu'à la fin, mais tous les repas qu'il y aura, par exemple, entre le premier repas et le repas avant l'entraînement, c'est sur ces repas-là principalement qu'on coupera les glucides. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière tout ça. Bien sûr, cette idée de faire du cardio à jeun, moi, je suis 100% pur, mais pur aussi. Et
Et aussi cette idée de limiter. Alors moi, je dirais peut-être pas forcément supprimer totalement. Après, il y a deux écoles, hein, et c'est pas pour ça que l'une empêche, enfin que les écoles s'opposent, que l'une n'est pas intéressante, que l'autre n'est pas intéressante. Je trouve ça intéressant en tout cas de se dire que il y a des repas où on mangera principalement des lipides et d'autres principalement des glucides, et qu'on évitera de mélanger tout et de faire la blinde de tout. Même si ça peut, dans d'autres cas, être intéressant de mettre la blinde de glucides et la blinde de lipides en même temps. Concernant, bien sûr, la nutrition autour de l'entraînement, c'est que du bon. Comme tu l'as dit, faut le voir pour le croire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, malheureusement, heureusement, je ne me suis jamais dopé. Et, et oui. Première nouvelle. Et oui. Et donc, du coup, je peux pas savoir si ça fait l'effet de se doper. J'en suis pas convaincu. J'espère que se doper, ça fait un peu plus d'effet que ça quand même. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, c'est surtout comme un peu tout en musculation, hein, c'est surtout sur la durée qu'on va voir la différence. En fait, c'est la régularité qui va faire la différence. Et moi, je pense profondément qu'une nutrition impeccable autour de l'entraînement va faire 80% du taf, en fait. Donc je pense que le gars qui mange n'importe quoi, voire presque pas, voire de la merde, mais qui se focalise sur la nutrition autour de l'entraînement, il va il va beaucoup limiter la casse, et à mon avis, il va quand même permettre de tirer un maximum parti de ses séances de musculation, à mon avis, et de récupérer un maximum. Donc maintenant qu'on a vu la vision de l'organisation de la diète, qu'est-ce que tu penses de la répartition des macronutriments? Donc, si on parle protéines, 4 grammes par kilo de poids de corps, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je dirais qu'ils ferment des gueules et que pour nous, après, tu veux dire plutôt dans la logique, pour nous, naturels, êtres humains normaux, est-ce qu'on peut appliquer ça? Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'aller monter jusqu'à 4 grammes de protéines? Bah dans la logique, je dirais qu'il n'y a pas de limite en fait. Si tu es sous produit anabolisant et que tu peux te permettre d'augmenter ton apport en protéines, vas-y fonce parce que t'es dans une phase anabolique, tu convertis, je dirais, les protéines beaucoup plus à un ratio beaucoup plus élevé. Donc son idée elle est complètement, je dirais, logique. Après, mais on pourrait t'opposer l'argument inverse, te dire, étant donné que tu convertis 100% ou pas loin de 100%, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas prends plus de protéines justement au cas où il y a de la perte, tu vois? Gamberge. Non, mais là, c'est logique. Non, mais là, c'est comme si tu me disais, ouais, tu construis une maison avec ça, c'est Daron de Milos, par contre. Ouais, voilà, on repart sur l'analogie du Daron de Milos où, ouais, t'as un nombre de briques limité et tu peux faire ta maison qu'avec ça. Milos, il dit, j'en ai rien à foutre, moi, je prends toutes les briques du quartier et je construis ma villa, tu vois. Donc, c'est comme ça, si tu veux, je dirais, pousser l'idée au plus loin, voilà, lui, il pousse dans l'extrême, il pousse l'entraînement dans l'extrême, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu as une nutrition autour de l'entraînement, voilà, tu as plusieurs phases anaboliques, il est normal pour lui et pour moi, je dirais de suivre cette logique où tu augmentes l'apport en protéines sur un athlète qui fait plus de 100 kilos. Voilà. Et pour un athlète naturel, l'ancien, pour un athlète naturel. Pour un athlète naturel. Comme Monsieur Foucra, par exemple. En fait, c'est ça, il faut toujours garder un œil sur la logique des choses. C'est-à-dire que Milos, c'est un protocole qui est entre guillemets dans l'extrême, mais pour nous, naturels, on peut toujours en tirer profit et on peut toujours garder, je dirais, la logique principale de son idée. C'est-à-dire que pourquoi nous, au naturel, on se limiterait à une quantité de protéines infime, cette recommandation de 1 gramme par kilo de poids de corps, si tu veux augmenter ta masse musculaire, c'est illogique pour moi de rester dans cet apport-là. Pour moi, il y a une idée d'augmenter progressivement les protéines, d'augmenter les protéines en fonction de ton intensité d'entraînement et en fonction de tes différents apports sur les autres macronutriments. À savoir que si tu prends du gras facilement, n'aie pas peur d'augmenter les protéines et les lipides. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qu'on peut, je dirais, garder dans la mesure des choses. C'est-à-dire que... Oui, monter à plus de 2 grammes, concrètement, qu'est-ce que tu en penses? Monter à plus de 2 grammes,
Sachant que 2 grammes, c'est ce qui est, en gros, dans le monde de la musculation, on recommande entre 1,5 g et 2 grammes par kilo de poids de corps. Voilà, pour moi, il y a une logique derrière. C'est-à-dire que tu vas pas monter à 2 grammes bêtement. Il faut que tu montes à 2 grammes, et j'avais déjà dans une logique progressive et avec l'entraînement qui va avec. Si tu t'entraînes comme un taré et que tu augmentes progressivement ton apport et que ta pratique de musculation, je dirais, est adéquat. Voilà, est adéquate et que tu commences à avoir de l'expérience, pour moi, il y a beaucoup plus de logique à augmenter son apport en protéines dans ces cas-là, c'est-à-dire à dépasser les 2 grammes de limite où tu vas mourir si tu dépasses 2 grammes. Voilà, là, tu as une logique à augmenter à plus de 2 grammes. Il faut pas avoir peur en fait. T'as pas de peur parce que cette idée de terrain vont exploser. Nous, on parle. Les terrains vont péter. Voilà, vont exploser. Non, mais on parle de quelqu'un qui est en bonne santé. On part du principe que la personne n'a pas de pathologie rénale et que son but, c'est d'optimiser la prise de muscle. Donc, si les principes que j'ai évoqués précédemment sont respectés, à savoir un entraînement intensif, une pratique de la musculation sur la durée, une expérience qui a été acquise, donc on n'est pas sur quelqu'un qui vient de faire un full body 3 fois par semaine, et une augmentation progressive. On est toujours sur quelque chose de progressif. Voilà, on passe pas de 3 grammes on passe pas d'1,5 g à 3 grammes d'un coup. Il faut toujours être dans cette logique de progression. Donc, si toutes ces choses-là sont respectées, moi, je vois qu'un intérêt à augmenter ses protéines et à dépasser cette barrière des 2 grammes. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Et même empiriquement, voilà, si on peut parler empiriquement, moi, la plus grosse phase de progression, c'est quand j'ai augmenté certes les calories, mais aussi les protéines de manière conséquente. Certes. Mais je ne sais pas pour toi. Mais... Bah déjà, moi, je me souviens d'un truc que j'avais vu. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il y avait un livre qui avait fait beaucoup de bruit dans la nutrition sportive francophone, un livre écrit par Julien Vénesson qui s'appelait Nutrition de la force, dans lequel il préconisait un certain apport en protéines qui allait justement de 1,5 g à 2 grammes. Je crois que même c'était peut-être un peu plus bas, 1,8 g par kilo de poids de corps. Et donc, dans un podcast, il lui avait été demandé et si on va plus haut, qu'est-ce qui se passe? Et lui, de mémoire, alors je ne sais pas s'il a toujours le même avis sur la question, avait répondu si on augmente les protéines, en fait, disons que plus on augmentera, bon, dans la limite du raisonnable, je ne sais pas si 5 grammes c'est raisonnable, peut-être que 3-4 grammes ça l'est encore, on va dire, eh bien, plus on augmentera et en fait, plus on atteindra l'objectif rapidement. Enfin, aussi rapidement que ça puisse aller pour de la prise de muscle. Hein, donc, il y a des chances que ce soit pas magique. Donc, moi, déjà, c'est vrai que moi, je suis très pro-protéines, on va dire, dans le sens où même quand les gens me demandent des conseils et que c'est des sédentaires, je vais leur préconiser une diète riche en protéines. Dans le sens où quand je fais une diète même basée sur 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, je vais d'abord calculer l'apport en protéines de la personne et je vais lui filer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps uniquement de sources de protéines. Donc, toutes les protéines additionnelles qui viendront s'agglomérer autour, on sera à un peu plus de 2 grammes finalement, mais je ne vais pas les compter ces protéines-là. Et fondamentalement, je pense en effet que si on a le budget et qu'on n'a pas de problème de santé, alors pour moi, je suis un peu comme Milos, tu vois, dans le sens où lorsque tu vois des gens qui ont vécu le truc, qui ont fait le truc, qui te disent j'ai eu aucun problème, tu peux que les croire. Maintenant, il y a une légende qui dit, il y a des études qui disent, il y a ceci, cela qui dit qu'on peut avoir des problèmes. Donc j'aurais tendance à rester prudent. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller vous faire à faire des tests en fait, hein, finalement. Si vous sentez que votre corps s'acidifie un peu trop, donc par exemple on peut le sentir à cause des douleurs, si on a de l'acide urique, etc., si vous faites des calculs rénaux, etc., c'est sûrement pas la meilleure des idées. Donc attention, hein, diète riche, très riche en protéines égale beaucoup d'aliments qui vont alcaliniser le sang. Donc on va se tourner vers beaucoup de légumes, beaucoup de choses en fait qui vont pouvoir basifier le sang et diminuer son pH ou augmenter, je sais plus. Augmenter, je dirais, parce que je crois que acide c'est plus bas, c'est ça, si je dis pas de conneries. Ouais, bon, peu importe. Vous avez compris, hein, faut contrebalancer donc l'acidité en fait.
qu'il faut aider le sang à avoir un pH le plus proche de neutre finalement, si je dis pas de conneries encore. Et donc moi, je suis très très pour. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à des travaux de différents préparateurs et dans mes dernières lubies, j'étais à fond sur Jordan Peters. Et donc, lui recommande d'avoir un apport très très important en protéines. Donc, j'ai largement augmenté mes apports en protéines suite aux conseils que j'ai pu lire, en tout cas de sa part. Et c'est vrai que j'avais l'impression de faire beaucoup moins de gras et d'avoir une progression, alors pas magique, hein, rien de folichon, mais une progression plus constante, on va dire, que à partir du moment où j'ai augmenté mon apport, que les dernières années où j'avais été peut-être un petit peu négligent sur l'apport en protéines. Voilà pour moi concernant les protéines. Est-ce que tu es toujours là, Ancien? Je te vois plus bouger. Je suis là. Je suis toujours là. Je prenais des notes Que sur, peux-tu nous dire sur ces témoignages. concernant l'apport en glucides? Donc je rappelle, l'apport en glucides pour Milos, c'est autour de l'entraînement principalement. Pour ce qu'on va appeler les ectomorphes purs, on va y aller franco, que ce soit autour ou pas autour de l'entraînement. Pour nos amis endomorphes, ça sera plutôt autour de l'entraînement et on verra éventuellement s'il est sage, si on peut ajouter ici et là un petit peu de glucides, sachant que ce sera vraiment minime. Hein. Finalement, Milos il considère que l'endomorphe, ce sera presque uniquement autour de l'entraînement qu'il aura droit aux glucides. Et pour le mésomorphe, ce sera autour de l'entraînement, mais de façon plus large. Donc peut-être un repas avant, voire 2 repas avant, un repas après, voire 2 repas après. Qu'est-ce que tu penses de cette répartition des glucides? Alors, tu veux dire empiriquement ou globalement, est-ce qu'on peut la mettre en Statistiquement, application? de par des lectures, des compréhensions, voire des applications. Ok, bah écoute, moi je vais commencer par empiriquement mon vécu d'ectomorphe. Ectomorphe pur. Ectomorphe pur, non mais c'est-à-dire que voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui a du mal à prendre du poids. Donc cette idée d'être nos limites sur les glucides, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand je me suis lâché sur les glucides et les protéines que j'ai vu une explosion, que ce soit au niveau du gras ou du muscle. Ou Mais chiottes d'ailleurs. Ça voilà, arrive. c'est ça, Ça arrive aussi. exactement. Non, mais après, voilà, il faut être un peu mesuré parce que dans la vie de tous les jours et pour un être humain normal, c'est assez difficile de miser que sur les glucides pour avoir, je dirais, un apport calorique élevé. Si on est dans une logique ectomorphe de quelqu'un qui prend mal du poids, enfin, qui a du mal à prendre du poids, pardon. Et on a aussi tout intérêt à se tourner vers les lipides qui sont denses caloriquement pour un moindre volume, je dirais, d'aliments. Donc voilà, cette idée de nos limites, oui, mais on va pas miser que sur ça si on est dans une logique de prendre du poids. Mais voilà, on a un apport conséquent de glucides, je suis d'accord, et pas de souci. Après, pour la mise en application pour les gros lards, pour les endomorphes, Pour je ceux qui suis sentent l'huile, qui voilà, sont c'est ça, qui gras. sont gras, qui glissent. On est sur du bourrelet facile. Donc là, moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que empiriquement, on a vu avec tous les petits gros qu'on connaît que Et les grands gros aussi, il n'y a pas que des petits. les Il y a grands des gros, grands. que voilà, si tu leur donnes un peu de glucides, t'as l'impression que le mec, il fait du gras, genre professionnellement, quoi. C'est le mec qui va te faire C'est du ouais, gras de par père son en de. fils, quoi. C'est Voilà, du le mec, sein doux produit voilà, en c'est ça. quantité industrielle, Le quoi. mec, tu C'est une lui donnes 10 fabrication à grammes, nuages. tu lui donnes 10 grammes de glucides, il arrive à te faire 20 grammes de gras. Donc c'est quelqu'un, voilà, faut le purifier en fait. Ça va passer par une Une sorte de purification. rillette humaine, quelque part. Voilà, c'est Plus ça. proche de la C'est rillette que de l'homme. c'est ça, un vrai un bacon vivant. Donc voilà, c'est ce type de personnes, empiriquement, on a vu, je pense, tous les deux, que faut limiter, purifier la personne avec les glucides. On passe par une phase de purification. On oublie les glucides Un nettoyage à et sec. parfois avec les personnes les plus encrassées, je dirais que les plus rasses, C'est comme un on va diesel, même, faut y aller pour on va, c'est ça, on va faut même monter dans les tours. parfois oublier le plus essentiel, c'est-à-dire les glucides autour de l'entraînement.
et on va purifier à fond. Voilà, la personne ne va Hard bénéficier reset, en de fait. aucun glucides. Hard reset, on veut On appuie apprendre sur au le corps, bouton et on reste appuyé. voilà, on veut apprendre au corps à utiliser les glucides, je dirais, pardon, le gras, pardon, excuse-moi, j'en perds mes mots. Voilà, on veut apprendre au corps à utiliser le gras comme Comme source énergie. d'énergie principale. On le purifie, plus de glucides, on réintroduira les glucides certes, mais autour de l'entraînement, et par contre, adieu les glucides, limite pour tout ce qui est repas autour. Voilà. Très bien. Ça, je suis empiriquement, je sais pas pour toi, mais moi je l'ai vu, et voilà, c'est quelque chose c'est un fait, c'est acté, pour moi, c'est la bonne vision des choses. Pour le Alors, mésomorphe, moi, vas-y, attends, pour le juste mésomorphe. termine pour le Vas-y, mésomorphe, vas-y, pour vas-y. le mec, le dieu génétique, on va dire, le mec qui prend du poids facilement, voilà, il lui dit, vas-y, te casse pas les couilles, prends ta nutrition autour de l'entraînement, prends tes glucides autour de l'entraînement, et voilà. Donc pour moi, voilà, le mec qui prend du muscle facilement, t'as pas à te prendre la tête, donc Emballé, c'est il pesé. y a pas à s'attarder dessus. Voilà. Je te laisse nous éclairer un peu plus que moi. Alors effectivement, comme tu le disais, la nutrition autour de l'entraînement de Milo, c'est très intéressant, hein, puisque de toute façon, je pense que globalement, quand on réfléchit diète en musculation, même si il y a du, comment dire, il y a du pour à dire qu'on va équilibrer la part en macronutriments sur chaque repas. Donc se dire, bah, chaque repas sera composé de 30 grammes de protéines, admettons 15 grammes de lipides, 50 grammes de glucides, je dis n'importe quoi. Il y a un intérêt, bien sûr, à avoir des repas comme ça qui vont être assez équilibrés dans le sens où, en fait, le taux de sucre dans le sang, donc l'insuline, seront assez stables au fur et à mesure de la journée. Il n'y aura pas de gros pics, donc on ne va pas forcément choquer, entre guillemets, notre corps. Et donc, il n'y aura pas forcément de prise de gras monumentale. Maintenant, c'est vrai que la répartition des glucides autour de l'entraînement, c'est quelque chose de très intelligent, puisque c'est là qu'on va le mieux les utiliser de toute façon, donc surtout en fonction des glucides qu'on va consommer. C'est évident que plus on va vouloir perdre du poids, plus on aura intérêt à diminuer sa quantité, enfin à conserver les glucides autour de l'entraînement, parce que si on se retrouve à très très peu de glucides sur plein de repas, je pense que ce sera toujours moins optimisé que la totalité de ces glucides réunis autour de l'entraînement. En ce qui concerne les ectomorphes no limit, bah ça c'est évident, hein. Moi de toute façon je suis un gros adepte des prises de masse grasses, des grosses prises de masse, de ce qu'on appelle le bulking. Et est-ce que t'es ectomorphe ou t'es mésomorphe? Moi De je par tes suis origines. ectomorphe pur, de Ectomorphe par, pur. de par mes origines. De par Je tes suis origines. de par mes origines antillaises. Donc J'ai mes un gros ancêtres doute. couraient dans les champs de coton, mon cher ami. Fallait pas être un méso, mon petit Il y a pote. du sang Fallait esclave courir dans tout vite, ça. fallait être ecto. Exactement. Donc, ectomorphe pur, no limit, je suis totalement d'accord. Endomorphe, garder les glucides autour de l'entraînement, je suis totalement d'accord aussi. J'émettrais peut-être un bémol dans le sens où je pense que lorsqu'on constitue une diète, il faut se rapprocher, entre guillemets, au maximum de ce qui était déjà en place. Donc, si vous aviez l'habitude de consommer une tonne de glucides, c'est pas forcément la meilleure des idées de tout couper et de mettre juste une certaine quantité autour de l'entraînement. Sur le principe, sinon, ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que la diète d'un endomorphe, une fois qu'elle est bien en place, doit se construire, à part, en ce qui concerne les glucides en tout cas, doit se construire autour de l'entraînement. Pour les mésomorphes, autour de l'entraînement au sens large, mais en vérité, je pense que les mésomorphes, c'est un petit peu comme les ectomorphes, dans le sens où ils peuvent faire un peu n'importe quoi, tu vois, ça va pas forcément avoir de grosses incidences. Sachant qu'en fait, finalement, le plus important de tout ça, ça va être d'avoir des glucides le plus proche de l'entraînement possible pour maximiser la récupération et la construction. Puisque quand on va en prendre avant, tout ce sang va être chargé en nutriments, ne l'oublions pas, et va venir un avion Ah rempli non. de passagers J'allais dire qui va ça. venir se garer en plein milieu de votre Voilà. biceps et qui va C'est les décharger. avions remplis Qui va d'Afghans décharger. qui viennent Qui se. décharge. Qui décharge. Donc là, c'est magnifique. C'est merveilleux. C'est prodigieux. Concernant les lipides, mon cher ami. Alors, on rappelle, hein, globalement, très peu de lipides pour Milos. Bien sûr que des lipides de qualité. Des lipides qu'on consommera principalement sur les repas où on aura peu de glucides, voire pas de glucides. Que penses-tu de ça? Et bien sûr, Écoute, maximiser les glucides pour les
ce qu'on appelle les endomorphes. Bah écoute, moi j'ai un peu plus de nuances sur sa vision des lipides. Autant j'ai adhéré à tout ce qui est protéines et glucides. Par contre, lipides, voilà, empiriquement, pour commencer, j'ai vu une grosse différence quand j'ai commencé à vraiment les augmenter pour prendre du poids. Ouais. Et empiriquement, j'ai vu que voilà, quand j'augmentais les jaunes d'œufs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais rentré dans une espèce de matrix, comme on dit, comme disent les jeunes, où je rajoutais des jaunes d'œufs un peu partout à mes repas, et je montais à genre, si je dis pas de conneries, à 8-9 jaunes d'œufs par jour. Bravo, Missier. Et c'est là que j'ai vu que ce soit sur une prise de poids ou sur une espèce d'énergie à l'entraînement, une différence. Alors, est-ce que ça venait que de ça ou du fait que je m'explosais comme un porc à la diète de par un apport conséquent en calories? Je ne peux pas Très intéressant. différencier la chose, mais je sais qu'en tout cas, j'ai vu une différence. Et je suis intimement convaincu que cet apport en jaune d'œuf conséquent a changé quelque chose. Et si tu veux parler d'application générale, c'est-à-dire que moi, je pense que les lipides sont parfois trop sous-cotés pour différentes raisons, c'est-à-dire trop sous-cotés au sens où quelqu'un qui va prendre facilement du gras a tout intérêt, prend facilement du gras, pardon, avec les glucides, a tout intérêt à augmenter son apport en lipides, à se concentrer sur les lipides pour avoir la majorité de ses calories. Et à côté, quelqu'un qui a du mal à prendre du poids et qui a peu d'appétit a tout intérêt à rajouter une petite quantité de lipides à chacun de ses repas qui leur a fractionné dans la journée pour avoir, je dirais, une digestion un peu plus facile. Voilà, à apporter ce petit apport de lipides à chaque fois pour une augmentation de calories, mais qui est pas visible en fait, qui est pas, je dirais, qu'on ne sent pas. C'est-à-dire que si tu as cet apport en lipides divisé sur tous tes repas, si tu additionnes le tout, je suis convaincu que tu auras un apport conséquent et que ça peut-être permettra de débloquer ta prise de poids. Pareil pour les sources, là où sa vision des lipides j'adhère complètement, c'est-à-dire que tu as une pléthore de bonnes sources qui est citée. Les œufs entiers, donc le jaune d'œuf si tu veux concentrer sur le gras, les poissons gras, les noix, les graines, les avocats, les huiles. Voilà, donc on ne peut qu'être d'accord sur les sources, mais par contre sur les quantités, moi j'ai mis un doute et je n'ai pas du tout la même vision. Je ne sais pas pour toi, mais... Alors moi concernant les lipides, ce que nous dit Milos, déjà moi je sais que Milos il conseille quand même un apport en lipides qui est très très limité. Donc je pense que pour des athlètes qui sont aidés par la chimie, c'est peut-être une bonne idée dans le sens où c'est vrai que les produits peuvent désorganiser, on va dire, les profils sanguins lipidiques et notamment le cholestérol, etc. Provoquer des problèmes d'artères, bouchées, j'en passe et des meilleurs. Donc pour un athlète sous chimie, c'est évident que peut-être que limiter la consommation de gras, ça va être une bonne idée. En revanche, je pense que pour un athlète naturel, c'est une très grosse erreur. Donc va quand même pas falloir trop limiter cette quantité. En ce qui concerne le fait d'augmenter les lipides sur les repas où il n'y a pas de glucides, ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Favoriser les lipides sur les repas où il y a peu de glucides, ça peut être une très bonne idée, surtout si on a beaucoup de repas avec peu de glucides, du coup ça permet de caler pas mal de lipides, donc ça peut être pas mal. Sur le fait que les endomorphes devraient consommer plus de lipides, je pense que je suis assez d'accord aussi. Quelque part, empiriquement, on peut se dire que le fait de consommer plus de lipides va aider le corps à utiliser les lipides comme énergie, autant ceux qui vont être consommés que ceux qui sont stockés. Donc je pense que empiriquement c'est une très bonne idée. Scientifiquement, il faut voir ce que ça vaut, mais si c'est fait par un pencil neck, je pense pas qu'on ait quelque chose à branler. Vont sortir, attention. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit à branler.
Concernant la qualité des lipides qui doivent être consommés, bien sûr, Milos nous cite des sources qui sont très très clean, hein. Donc tu l'as dit, des avocats, des noix, des jaunes d'œufs, des poissons gras, etc. Des huiles. Je pense que encore une fois, lorsqu'on est naturel, on peut se permettre d'avoir des sources de lipides qui vont être peut-être un peu moins conventionnelles. Donc, notamment des aliments gras, mais naturellement gras, on va dire, tu vois. Donc, genre des pièces de bœuf grasses, par exemple. Moi, du beurre, je suis assez fan du beurre, donc je dirais du beurre aussi, tu vois. Des choses qui sont assez grasses, mais saines, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Genre, Je toujours, hein, comprends, ouais. pas d'huile de friture, pardon, pas de conneries dans ce genre-là, mais des choses naturellement grasses. Après, tu vois, genre, en fonction des gens, on peut Ouais, les... imaginer du lait entier, par exemple, du fromage, tu vois ce que je veux dire, des choses comme ça, oui, des qui graisses peuvent saturées qui sont mal exactement. vues en général, mais Ouais, qui sont alors pas. qui jouent énormément beaucoup pour les hormones lorsqu'on est naturel, donc qui sont pas à négliger à mon avis. Donc voilà pour cette partie concernant les lipides. Globalement, ouais, comme toi, je serais plus mitigé concernant les lipides. Et pour rebondir sur une chose que tu as dit, c'est vrai que les lipides, ça peut aider à ajouter des calories assez facilement. Donc, les glucides, c'est bien. Moi, je pense quelque part que les gens qui sont sous chimie vont beaucoup plus bénéficier des diètes très très hautes en glucides et basses en lipides. Tandis que quand on est naturel, je pense qu'on bénéficiera beaucoup plus facilement d'une diète un peu plus équilibrée en glucides et en lipides. Donc après, ça c'est mon avis. Donc c'est à voir, c'est à tester, c'est en fonction de chacun. Il y a des répartitions différentes qui sont proposées en fonction des profils physiques, en fait, de différents découpages, que ça peut être le découpage ectomorphe, endomorphe, machin. Il y a d'autres découpages que cela. Par exemple, justement, je parlais de nutrition de la force tout à l'heure. Julien Vénesson propose un découpage différent dans son livre, dans lequel il propose une répartition des macronutriments différents. Donc après, voilà, faut voir, faut tester, faut voir avec le quoi on se sent mieux. Faut savoir que beaucoup de lipides, ça peut amener à couper l'appétit. Donc si vous avez pas beaucoup d'appétit, ça peut être une mauvaise idée, mais ça peut être aussi une bonne idée parce que si vous mangez déjà beaucoup et que vous avez plus d'appétit, en général, les sources de lipides, c'est beaucoup moins dense en termes de volume. Donc, par exemple, une cuillère de beurre de cacahuète, ça fera péter, entre guillemets, les calories. Prout. Et alors qu'une C'est cuillère ouais. une cuillère de riz, bah là, vous n'êtes pas à grand chose. Donc, faut C'est voir cette aussi. logique-là de fragmentation d'apport en lipides qui peut, au total, sur une journée, vraiment augmenter Exactement. de façon Exactement. conséquente l'apport en Alors, calories. si on parle de la théorie développée par Milos, le système signé Milos, l'Hyperemia Advantage System. Donc, le système avantageux d'hyperémie, traduit en français notamment. Donc, en fait, tout ce qui est autour, le système, en fait, c'est vrai qu'on est peut-être un peu passé un peu rapidement là-dessus, hein, je rappelle, donc son système Hyperemia Advantage System, qui consiste finalement à profiter de la congestion musculaire, à profiter du fait qu'une énorme partie de notre sang va aller se diriger dans un muscle ou un autre. Donc nous avons tout intérêt à le blinder en nutriments, à continuer à l'alimenter pendant toute la séance et à lui rebalancer une petite dose après pour être sûr qu'il n'est pas oublié. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de Bah cet écoute, avantage en fait? je crois on en a parlé, hein. Je crois qu'on en a parlé, mais je vais redire ce que j'en pense. C'est que cette logique-là d'apporter, je veux dire, de tirer à profit de plein de sang Qui qui va dans rush. le muscle, ouais, qui rush dans le muscle, je trouvais pas le mot en français. Que voilà, j'en perds mes mots. Mais voilà, cette logique de tirer à profit de ce phénomène qui est entre guillemets rare, d'essayer d'injecter des nutriments dans les cellules, bien sûr. Voilà, bien sûr, c'est cette idée de Milos, elle est amplifiée par l'apport d'insuline, l'apport de produits anabolisants. Donc voilà, ce ne sera jamais au même titre que nous, les naturels. Mais comme je l'ai dit précédemment, on a toujours intérêt à tirer à profit en, en nuançant les propos, je dirais en le mettant à notre niveau, à tirer à profit de ces idées-là. Donc, moi, comme je l'ai dit, j'ai vu une différence empiriquement. Et pour moi, pour quelqu'un qui va, je dirais, avoir une vie à côté, donc c'est-à-dire un travail qui mise pas tout sur la musculation,
qui a quelques entraînements par semaine. Voilà, il essaye de progresser, mais parfois c'est un peu dur en fonction de la charge de travail, en fonction de son stress de la vie au quotidien. C'est quelque chose qui, pour moi, peut jouer grandement à la récupération. Et on sait que la récupération, c'est ce qui pêche chez un athlète naturel qui a les stress de la vie au quotidien, un travail, etc., une espèce de fatigue qui s'accumule au fil des jours, au fil des semaines. Pour moi, c'est quelque chose qui fait complètement la différence. Pour quelqu'un qui veut, pareil, rester dans la logique de Milos, d'optimiser au maximum, voilà, c'est le mot qu'il utilise très souvent, optimiser la prise de muscle, c'est quelque chose qui est aussi logique. C'est, voilà, on essaye vraiment d'apporter des nutriments à ce moment-là qui est clé. Certes, nous, on ne consomme pas d'insuline ni de produits anabolisants, donc l'effet ne sera pas aussi spectaculaire, je dirais, mais on est toujours dans cette logique de gratter, en fait. Gratter ce que tu peux avoir en naturel, c'est-à-dire, si tu peux gagner ne serait-ce qu'1%, 2%, 3%, tu t'essayes, en fait, tu fonces, parce que ton objectif, c'est la prise de muscle. Donc, si tu sais que tu as un gain qui est possible et qui est prouvé scientifiquement, là, c'est scientifique, en fait, c'est acté, tu as ta récupération qui est boostée par cet apport-là. Voilà, pour moi, il y a que du bon, en fait, que du positif. Je ne vois aucun aspect négatif et je ne comprends pas pourquoi on passerait à côté de ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui est, alors on va dire plus ou moins facile à mettre en place, parce que ça peut quand même être assez coûteux. Mais disons qu'une fois, si on fait des compartiments, on va dire, pour les différents compléments qu'on peut utiliser, moi je mettrais la whey d'un côté parce que c'est ce qui va nous aider à augmenter fortement notre apport en protéines. Donc ça, c'est autre chose en fait, quelque chose qui peut être remplacé par la bouffe. Donc c'est à voir si on s'y retrouve niveau budget et si on s'y retrouve niveau logistique, je dirais, puisque prendre un shaker, forcément, c'est pas pareil que devoir se poser et bouffer un repas. Mais je dirais que si on met les compléments santé dans une autre case, après, ça viendrait tout de suite après. Donc après, à voir si on préfère privilégier la masse ou la santé, qui sait. Mais du coup, ouais, moi je pense que c'est quelque chose qui est très intelligent, c'est évidemment une très bonne idée de se dire, je vais blinder mon muscle en nutriments, tout le sang va aller dans ce muscle, ne serait-ce que pour un aspect récupération, en fait, ça peut être que bénéfique. Surtout que lui met en place autour de ça un entraînement qui va être axé pour la moitié de son entraînement sur la congestion. Donc je pense que c'est encore plus intelligent comme idée. C'est ça, ouais. Donc forcément, ouais, c'est évident que c'est quelque chose qui doit être très important à mes yeux. Après, de là à dire que c'est exactement le protocole qu'il faut mettre en place, ça faut voir. Mais en tout cas, c'est clair et net que sur le papier, c'est une très bonne idée. Quand on teste, on se rend compte que c'est une très bonne idée. Quand on a coaché des gens comme nous, on a pu le faire, contester, on se rend compte que c'est une très bonne idée. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise idée. Je pense que c'est plutôt une très bonne idée. Et beaucoup de préparateurs de haut niveau sont plutôt sur cette ligne-là aussi. Donc, je pense que une fois de plus, lorsqu'on est naturel, alors moi, tu vois, j'ai pas forcément la vision que la majorité peuvent avoir de la supplémentation, etc. C'est-à-dire que quand tu vas discuter à droite à gauche, les gens vont te dire de toute façon, je vois pas l'intérêt de prendre tel ou tel complément parce que si ta diète elle est pas déjà au poil, si ton entraînement il est pas déjà au poil, bah moi je considère que tout ce qui est autour de l'entraînement, justement, c'est le truc qui peut sublimer une diète, un entraînement et une récupération qui est pas au poil. Pour moi, en fait, Exactement. c'est vraiment un des trucs sur lesquels on peut gratter le plus. Alors évidemment, justement, si vous avez tout le reste qui est déjà au poil, vous n'allez pas forcément noter une différence monumentale. Mais je vous garantis que si vous avez rien qui est au poil et que vous vous mettez à consommer avant, pendant, après l'entraînement une grosse quantité de glucides, de ce qu'on peut assimiler à des protéines, donc des peptides en tout genre, en grande quantité, bien évidemment. Si vous prenez un scoop de BCA 5 grammes, ça va pas faire la différence. Si vous prenez 10 grammes de glucides, ça fera pas une différence monumentale non plus. Mais si vous arrivez à mettre en place ce protocole autour de votre entraînement, c'est évident que vous allez avoir des gains assez monumentaux. Surtout si vous arrivez à congestionner pendant vos séances, il y a de bonnes chances d'avoir quand même de très très bons gains, je pense. Donc maintenant, passons
à l'analyse des recettes que nous propose Milos, le chef Milos. Au menu du jour, donc on a dit en pré-workout une tonne d'acides aminés en tout genre avec des glucides ou non. En intra, la même chose, en post, la même chose. Alors on verra remplacer les acides aminés en tout genre par de la whey, mais on peut aussi faire la version avec des acides aminés comme on veut. Qu'est-ce que tu penses de ça, des recettes de tonton Milos? Je pense que voilà, là, à un moment donné, je dirais, rester sur terre. Il faut se dire qu'on a un Fiat. budget. Il faut se dire qu'on a un budget et Fiat. que, comme je t'ai dit, moi, je suis dans une logique de tirer à profit les grandes lignes et de pas forcément tomber dans des applications à la lettre. Et là, on est sur du 5 grammes de leucine avec 15 grammes d'acides aminés essentiels, 10 grammes de glutate, 10 grammes de créa, 5 grammes de citrus, 3 grammes d'arginine. Tu vois, il y a des choses qui peuvent être redondantes et qui, pour moi, on pourrait, je dirais, un peu simplifier le tout et tout autant en tirer profit au naturel. Donc, se concentrer, je dirais, sur un ingrédient à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, on voit qu'il prend de la citrulline et de l'arginine, on pourrait simplifier le tout et se concentrer sur la citrulline. On Pourquoi voit pas? qu'il met en place de la créatine en pré et je dirais de la glutaline aussi. Voilà, on peut peut-être s'en passer et se concentrer sur les acides aminés essentiels. Tu vois, essayer d'un peu de simplifier le tout, que ça soit au niveau du budget ou je dirais, de l'application au quotidien, où on sait que plus la chose va être, je dirais, difficile à mettre en place, c'est-à-dire va demander Certes, un peu plus de temps, un peu plus d'efforts, etc. On sait que pour certes. l'application au quotidien, bah, ça peut être un peu chiant, un peu réticent. Enfin, ça peut vite nous faire oublier la chose. Et voilà. Moi, je suis pour quelque chose qui peut être mis en place facilement et qui peut s'inscrire dans la durée. Donc, si je Rageux. vois des choses qui sont redondantes, comme le cas pour la citrulline, l'arginine ou la leucine et les acides aminés essentiels, je suis pour un peu simplifier le tout, garder cette logique de pré, intra et post, ou même parfois, je dirais, supprimer le pré si on a un problème de budget, si on a un problème de mise en place, etc. Vraiment se concentrer sur l'intra et le post. Le pré, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut qualifier d'optionnel. Et, euh, et voilà, bon, c'est mon avis. Pareil sur l'intra, on est sur quelque chose qui est assez simple. Donc ça, pour moi, dans les grandes lignes, tu peux le garder, c'est-à-dire 15 grammes d'acides aminés essentiels, 15 grammes de BCA et 25 à 60 grammes de glucose. Selon ton entraînement, selon ton entraînement, c'est-à-dire le muscle que tu vas entraîner et la durée de l'entraînement, tu vas jouer sur la quantité de glucides. Sur les BCA et les EA, on a vu que nous, on a préféré le pepto. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai préféré le pepto. On peut se dire qu'on va utiliser du pepto et des acides aminés essentiels, pourquoi pas. Pour le poste, pareil, voilà, on peut simplifier la chose et se concentrer sur des protéines et des glucides. On peut faire simple et on peut aller droit au but, comme on dit. Moi, du coup, si tu veux que je te résume la chose, voilà, je suis pour simplifier le protocole, mettre en Noobies. place quelque chose qui est facile, quelque chose qu'on peut facilement transporter, que n'importe qui peut mettre en place. Et pour moi, le prêt peut être optionnel. Je sais pas Donc pour toi. noobies. Donc noobies. Je Moi, sais je pas pour suis plutôt un jusqu'au boutiste, donc j'aurais tendance à vouloir me rapprocher au maximum de la recette originale du druide, peut-être même en y rajoutant une pincée d'un ou deux ingrédients secrets par-ci par-là, tu vois. Moi, je pense peut-être que concrètement, tu dans vois, en tout cas psychologiquement, j'ai dans cette idée que clairement, plus on va blinder tout ça et plus on en ressentira les effets. Donc en fait, pour moi, la seule limite, ce sera le ciel, tu vois, finalement. Ce tu vas te faire sera to the exploser. moon, tu vois. Non, en vérité, ouais, pour moi, la seule limite, ce sera les problèmes de logistique. Donc, est-ce que ça vous casse les couilles ou non de mélanger une dizaine de produits et de faire 3 shakers
Autour de vos entraînements, combien ça va vous coûter, tu vois, parce que c'est évident que c'est un coût qui est pas du tout négligeable. Moi, je suis d'accord avec toi pour le Pepto Pro. Le problème, c'est que balancer 30 grammes de Pepto Pro autour de l'entraînement, ça fait quand même un coût aussi. Donc, moi, Non. déjà, niveau digestion, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec le Pepto Pro, sûrement parce qu'il était de mauvaise qualité. Donc, le Pepto Pro de bonne qualité, ça a un coût qui est pas négligeable. Donc, moi, j'aurais tendance, pour les petites bourses, pour les petites burnes, à vous dire de vous orienter vers les EAA qui sont déjà plus digestes si vous avez éventuellement des problèmes de digestion et qui sont beaucoup moins chers. Et ensuite, moi par contre, je resterai sur le fait de dire qu'il faut que la potion elle ait un maximum d'ingrédients possible. Donc après, ce sera en fonction du budget et en fonction du temps que vous pourrez consacrer à mélanger tout ça, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a envie de se faire chier avec ça. Après, quand on est un passionné, on compte plus, on compte pas. Voilà. Ce sera les mots de la Ouais. fin. Milos, quand on Voilà. est passionné, on ne compte pas. Et n'oubliez pas tonton Milos qui nous disait 1 gramme de pratique pèsera toujours plus qu'une tonne de théorie. Allez, bye Merci. bye, salutations. À plus.